Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée sur la Paris Retail Week. Vous le savez, la Paris Retail Week, c'est l'association d'équipe Merck avec l'univers de retail et de e-commerce Paris avec l'univers du e-commerce. Ce sont deux univers qui ont été profondément impactés ces dernières années par l'émergence du mobile et ça va d'ailleurs être le thème de cette matinée avec dès 11 heures une longue session de la Mobile Marketing Association. Et nous allons aussi démarrer dès ce matin avec la présentation de François Loviton, qui est directeur retail Google France et qui va nous expliquer comment capitaliser sur les instants de consommation. François, nous vous écoutons avec votre invité, Christelle Aignon de Petit Bateau. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bienvenue, donc je vous présente Christelle. Bonjour à tous. Et donc Christelle qui est du groupe Petit Bateau et avec laquelle on va discuter une vingtaine de minutes après pour partager sur l'expérience de Petit Bateau sur le mobile en particulier. Et avant d'aborder ce dialogue, cette interview, en fait, je voulais vous présenter quelques éléments sur notre vision chez Google du commerce. On a parlé beaucoup de multicanal, de cross-canal ces 10 dernières années. On passe dans une nouvelle phase, vous allez le voir, qui est ce qu'on peut appeler le commerce connecté. Ce commerce connecté qui est lié à une évolution assez essentielle sur le marché. Alors, on parle beaucoup de révolution, généralement. Et il y a une révolution en ce moment qui est en train d'arriver, enfin qui est même là, qui est présente aujourd'hui. Alors, on pourrait imaginer que cette révolution, elle est celle des produits que l'on vend, qui deviennent tous connectés. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle l'IoT, avec des milliards de produits qui, dans quelques années, seront effectivement connectés et permettront de rendre des services. Mais ça, c'est le futur. On peut parler aussi comme révolution, la révolution des points de vente, qui deviennent aussi des points de vente intelligents avec des équipements connectés au sein de ces magasins. Mais là aussi, il y a beaucoup de tests et il n'y a pas un modèle gagnant qui a encore été aujourd'hui trouvé. On pourrait parler de la manière de produire les produits que l'on vend, avec les imprimantes 3D, et la production sur mesure. Mais là aussi, c'est aussi un modèle futur. Enfin, on voit beaucoup de sujets autour de la logistique. La livraison par des drones, c'est aussi des projets futurs. Donc voilà, tout ça, ça va refaçonner le commerce, mais pas tout de suite. On travaille aussi chez Google sur ces produits-là, mais fondamentalement aujourd'hui, un commerçant est encore en phase d'expérimentation sur ces technologies-là. Non, la vraie révolution, elle est sous nos yeux, elle est sous vos yeux. Elle est celle du consommateur. Nos consommateurs et nos clients qui viennent dans nos magasins ont changé fondamentalement. Ils ont changé pour une raison simple, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le smartphone a effectivement non seulement pénétré l'équipement des ménages et des consommateurs, mais surtout les usages. Et aujourd'hui, c'est un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire qu'un commerçant qui regarde ses clients doit les regarder avec un autre regard. Simplement parce que effectivement, le smartphone change la manière dont ce consommateur rentre en relation avec ce commerçant. Alors, pour illustrer un petit peu ces points, rapidement, en fait, il y a 3 éléments à bien comprendre dans ce changement du monde et du comportement du consommateur avec le smartphone. Il y a un premier changement important, c'est qu'avant, il y a quelques années, on parlait d'aller sur Internet. Tiens, je vais me connecter sur Internet. Et donc, on utilisait bien sûr son ordinateur physique. Et là, on allait entre midi et 2 heures, ou alors le soir en rentrant du travail. Donc, on avait des temps pour Internet et puis des temps qui étaient hors Internet. Avec le smartphone, en fait, on est connecté en permanence avec Internet. On est ce qu'on appelle, on vit sur Internet. Et ça, c'est un premier changement de paradigme. Ce consommateur est effectivement en permanence connecté sur Internet. Le deuxième changement, c'est la manière dont on consomme Internet. Vous-même, ou dans les entreprises, on parle encore beaucoup de sessions, de visites sur Internet. Combien de personnes ont visité mon site? La réalité, c'est que la consommation d'Internet n'est plus en mode session, c'est-à-dire qu'on ne passe plus 20 minutes sur un site Internet, on ne passe plus avec des sessions fermées d'une demi-heure. On fractionne sa consommation d'Internet. Et c'est ce qu'on appelle chez Google les moments, ou micro-moments, qui sont autant d'interactions que j'ai avec Internet au cours d'une journée. Donc on a cette notion qui doit être intégrée par les entreprises en général et par les commerçants en particulier, qui est de dire finalement, je ne dois plus parler de visite, je dois parler de sessions et de moments, et essayer de comprendre ce que sont ces moments. On a fait une étude chez Google au niveau européen
Et en moyenne, un possesseur de smartphone interagit avec son smartphone 150 fois par jour. 150 fois par jour, je prends mon smartphone et j'ai une interaction avec ce smartphone. C'est pour voir un SMS, voir quel est mon prochain rendez-vous, consulter les horaires d'un train. Enfin, vous connaissez tous ces usages. Et en fait, ces 150 interactions, ce sont autant de micro-moments avec lesquels j'interagis avec Internet. Le changement fondamental, c'est qu'en fait, c'est un changement binaire. C'est-à-dire que mon interaction, c'est un besoin, une question, une réponse. Je ne passe plus, effectivement, pour surfer sur un site ou rechercher l'information, un temps assez long. Je vais faire des micro-interactions avec Internet et avec les services que je cherche. Troisième changement fondamental du consommateur, c'est le temps qu'il passe au global sur les médias en général et sur Internet en particulier. Là, ce que je vous présente, ce sont les chiffres américains, du marché américain. En fait, entre 2011 et 2015, on a une croissance du temps passé sur Internet au sens large, fixe et mobile, qui est désormais au-dessus du temps passé sur la télévision. Ce qui fait que sur le marché américain, l'Internet en particulier, en général, est le premier média de consommation, le premier média avec lequel, en termes de temps passé. Et ça s'explique essentiellement par une croissance très très forte sur les 4 dernières années, tirée essentiellement par le mobile. C'est le mobile qui fait effectivement qui tire la croissance des usages et qui tire la croissance du temps passé, du watch time, comme on peut le dire quand on parle de la télévision. Donc 3 événements majeurs. On vit sur Internet, on consomme de manière fractionnée Internet et on a augmenté notre temps global passé sur Internet. Le changement se traduit aussi dans des chiffres. Là, c'est les concepts. En termes de chiffres, on a des signes très concrets de cette transformation du consommateur qui passe sur Internet. Alors, il y a des images un peu paradoxales et amusantes avec effectivement ces zones où il y a des zones de piétons sans mobile, smartphone, et puis des zones où on a ces piétons qui sont autorisés à marcher avec leur smartphone. Mais de manière plus concrète, on a ce qu'on appelle chez Google le mobile moment. Mobile moment, c'est quoi? On a, nous, un moteur de recherche sur lequel les clients vont. Et depuis septembre 2015, au niveau mondial, on a aujourd'hui plus de recherches sur notre moteur de recherche qui proviennent d'un mobile que d'un desktop ou une tablette. On ne met pas les tablettes du côté mobile, puisque les tablettes sont principalement des usages très fixes, domestiques. Donc on a un vrai changement depuis septembre 2015 au niveau mondial. Pour la France, on annoncera ce Mobile Moment a priori au courant de l'année 2017. Donc c'est un changement non seulement où il y a plus de requêtes depuis le mobile, mais surtout, vous voyez la pente des 2 courbes, la croissance s'accélère très fortement sur le mobile. On a les usages qui sont vraiment tirés par le mobile. Autres chiffres qui sont intéressants également, qui nous ramènent sur le retail, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des magasins physiques dans cette évolution du mode de consommation. Globalement, aux États-Unis, on a une baisse des visites en magasin entre 2010 et 2013. Donc, très grosse inquiétude des retailers en disant j'ai effectivement mon trafic magasin qui chute, mais en même temps, les ventes ont augmenté. Les ventes retail ont augmenté. Là, on parle des ventes retail magasins physiques. Le paradoxe, il est clair. L'explication, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui un usage du mobile qui fait que le consommateur commence son parcours client sur le digital, se renseigne sur le magasin, sur les produits, et l'acte d'achat se termine certes et toujours en magasin physique. Et donc c'est ce qu'on appelle effectivement le commerce connecté, c'est-à-dire que les parcours d'achat ne sont plus à voir en silo, mais avec une approche où tout parcours d'achat doit être vu avec une dimension Internet. Donc effectivement, le magasin physique n'est pas mort, au contraire, on le voit sur le marché américain et on le voit maintenant sur le marché français, on va en parler avec Christelle. Effectivement, on a une synergie entre les différents réseaux, et en particulier, là c'est l'exemple de Spartoo Pure Player, qui ouvre maintenant des magasins physiques, parce qu'effectivement, l'avenir du commerce est bien dans le magasin physique. Là, c'est une petite illustration d'un concept qui commence à être à la mode, c'est effectivement les biais et les effets un peu négatifs de ce tout connecté, avec le concept du FOMO, qui est la connexion permanente avec la peur de manquer. Donc c'est effectivement, ces 150 interactions sont un peu parfois excessives, avec des usages qui pourraient être mieux contrôlés. Alors comment le commerce doit s'adapter? Tout d'abord, en fait, c'est une immense opportunité. C'est-à-dire que
pendant quelques années, les commerçants ont vu le digital et Internet comme une menace. Une menace parce qu'une partie du chiffre d'affaires leur échappait, et une menace aussi parce que finalement, ils perdaient le contact avec le client en disant bah, « moi, j'avais l'habitude de gérer mes vitrines, de gérer mon point de vente, mon linéaire, et là, ce qui se passe sur le digital, ça m'échappe. » Donc, quelque part, une crainte de perte d'autonomie. La réalité est différente, c'est-à-dire que c'est une opportunité importante pour les commerçants, finalement, grâce au mobile en particulier, de capturer de l'information et de capturer des signaux sur ses clients, sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent vraiment, dans quelle disposition ils sont par rapport à un achat ou par rapport à une visite dans un magasin. Je vous ai parlé des 150 interactions par jour avec un téléphone mobile, en moyenne. La difficulté pour un commerçant, c'est de dire bah, ces 150 interactions, moi je ne peux pas être présent sur ces 150 interactions, il y en a qui ne me concernent pas. Quand il regarde finalement l'heure sur son téléphone mobile ou un SMS personnel, ce n'est pas un moment qui compte pour moi en tant que commerçant. Par contre, parmi les 150 moments d'interaction avec son téléphone mobile, il va y avoir des moments qui comptent et ces moments-là, je dois les identifier et construire une réponse pour satisfaire ce client-là. On a catégorisé ces moments en trois segments. On a ce qu'on appelle les I want to know moments. C'est les moments où je vais sur mon téléphone mobile pour rechercher l'inspiration. Je n'ai pas encore décidé d'acheter un produit, mais je vais flâner un peu comme quand je flâne devant des vitrines, sur un site d'une blogueuse, en regardant des vidéos sur YouTube pour voir quelles sont les tendances. Un nouveau produit vient de sortir, je vais regarder un peu les démonstrations de ce produit pour me faire une idée si ce produit est intéressant et si je passe d'un intérêt à une intention d'achat. Le deuxième type de moment, ce sont les moments qu'on peut appeler I want to go, c'est-à-dire que j'ai décidé, je passe d'un intérêt à une intention d'achat, et là, je souhaite me rendre dans un magasin physique, je souhaite trouver le meilleur magasin pour me rendre et acheter ce produit. Et il y a enfin les I want to buy moments, c'est tous les moments où je veux concrétiser mon achat sur le mobile. Et là, il y a un enjeu très très fort de lever toutes les frictions pour permettre et de faciliter cet achat. Donc, on voit que historiquement, les retailers se sont concentrés sur les I want to buy moments en créant des sites e-commerce qui sont des extensions de leur magasin physique. Mais il y a d'autres moments que les commerçants doivent appréhender. Ce sont ces moments, effectivement, les I want to know et I want to go, où aujourd'hui, il y a un vrai déficit de présence des commerçants sur ces moments-là. Alors, pour l'illustrer, aujourd'hui, par exemple, on a un phénomène très très intéressant, on parle du search comme le moteur de recherche principal, mais il y a un autre moteur de recherche qui est en train de croître très fortement, et notamment au niveau de l'inspiration. Les gens qui cherchent de l'inspiration vont faire des recherches beaucoup plus fortement sur YouTube, par exemple, que sur notre moteur de recherche Google Search. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les usages, les interactions avec Internet sont en train de se déplacer vers, par exemple, de la vidéo. Et YouTube peut être vu comme un moteur de recherche et pas seulement comme une plateforme de diffusion de contenu vidéo. Là, c'est une illustration de ce qui peut être fait, effectivement, avec un commerçant. Donc là, c'est une vidéo YouTube qui a été faite au Japon. Cette personne-là est un individu lambda, comme vous et moi, et en fait, qui fait une démonstration d'un appareil photo Sony. Donc ce n'est pas Sony qui a sponsorisé cette photo, cette publicité. Enfin, ce n'est pas une publicité, d'ailleurs, c'est une présentation produit. En revanche, ce qu'a compris Sony, c'est qu'effectivement, les personnes qui regardent cette vidéo, donc qui sont en phase d'inspiration, peuvent être intéressées pour acheter le produit derrière. Et donc, vous avez la possibilité, par exemple sur YouTube, de rajouter sur cette vidéo-là une fiche produit qui indique ce produit-là, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer pour vous rendre sur le site du commerçant. Donc c'est une façon de dire, voilà, Sony a compris qu'il y avait des moments qui étaient des moments d'aspiration. Ces moments d'aspiration se passaient sur des plateformes vidéo, comme YouTube. Et à ce moment-là, c'est Sony qui fait le déplacement pour se mettre là où le client se trouve au moment où il fait cette recherche-là. Et ne pas attendre que ce client, dans son parcours d'achat possible, clique à la fin sur le site de Sony. L'illustration des I want to go moments, c'est extrêmement important, en particulier avec cette croissance du mobile, puisque 30% aujourd'hui des recherches sur mobile correspondent à une recherche locale, c'est-à-dire en anglais ce qu'on dirait nearby, c'est-à-dire je tape où se trouve le magasin le plus proche, où je peux trouver
un magasin ouvert correspondant à mes attentes. C'est 30% des requêtes. Et donc, il est extrêmement important aussi pour un commerçant de comprendre quels sont ces types de requêtes, qu'est-ce que cherchent les clients quand ils tapent sur un mobile, et d'être sûr que je suis présent, effectivement, quand le client recherche. Donc, typiquement, là, on ne parle pas non plus d'aller sur le site directement du commerçant, mais quand le client recherche l'adresse d'un magasin, les horaires d'ouverture d'un magasin, il est important que le commerçant s'assure que toutes les plateformes qui communiquent des adresses, comme Google Maps et d'autres, ou des horaires d'ouverture, ont l'information qui est effectivement précise, parce que c'est là où va aller le consommateur. Autre illustration de ce I want to go moment, donc c'est effectivement un cas qu'on a fait avec Petit Bateau, et donc j'invite Christelle à en parler parce qu'elle le maîtrise beaucoup mieux que moi. Et c'est une autre illustration de l'effet online to store. En fait, on a fait cette étude en novembre 2015 maintenant. On a rapproché les données boutiques, donc les identifiants des clients de boutique et les identifiants des personnes qui naviguaient sur le site internet. Et en fait, en rapprochant ces deux types d'identifiants, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 30% de gens en commun qui naviguaient et allaient en boutique. Et donc, on a analysé en fait l'effet Web to Store. On s'est rendu compte en fait que sur 100 achats qui étaient réalisés en boutique, il y avait 44% des personnes qui étaient passées sur le site dans les 7 jours qui précédaient leur achat. Et en fait, plus le panier d'achat était élevé, plus le nombre de visites sur le site qui précédait l'achat était important. Donc on voit bien qu'on a un phénomène d'influence très fort entre en fait, le digital et les boutiques qu'on a pu prouver notamment à toutes les équipes des boutiques. Et l'autre sujet qui va de pair avec cela, c'est qu'en fait, plus les gens ont ce phénomène de one to store, plus ils naviguent sur le mobile. Je vais juste parler aussi de l'inverse, puisque c'est assez aussi intéressant. Pardon. Sur 100 personnes qui visitent le site, je ne vais pas vous révéler nos taux de conversion, mais en fait, ils sont assez proches de ceux du marché, donc disons entre 1,5 et 2%. Donc 1,5 et 2% qui transforment sur le site dans les 7 jours qui suivent leur visite. En revanche, elles sont plus de 8 à aller en boutique acheter. Donc encore une fois, le web, c'est effectivement pour nous, Petit Bateau, un média important qui va influencer en fait les ventes en boutique et aussi en fait un réseau de vente. Voilà. Tout à fait. Et merci Christelle. Et pour compléter ce que dit Christelle, effectivement, l'effet mobile est amplifié. C'est-à-dire que les chiffres que Christelle vous a partagés, quand on prend le prisme du mobile, tout est amplifié en taux de conversion, en panier et en taux de fidélité également en magasin. Donc ça montre que effectivement non seulement le mobile est important, mais il a un effet amplificateur en termes de résultats pour l'entreprise. Donc là, c'est un autre type de I want to go moment, c'est effectivement l'identification par Petit Bateau qu'il se passe des choses sur le mobile, il se passe des choses sur Internet et que ça va driver du trafic directement en magasin. Donc ça veut dire qu'il faut penser aussi le site au moment où le client passe sur ce site-là en disant c'est effectivement une étape avant d'aller en magasin. On va en reparler un petit peu après. I want to buy moment, c'est donc les derniers moments. Donc on va dire que c'est les moments qu'on comprend le plus. C'est effectivement historiquement là que la plupart des solutions et des plateformes ont été développées. C'est le site mobile e-commerce. La réalité est un petit peu différente, c'est qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les taux de transformation sur le mobile sont très faibles. On a fait une étude chez Google pour comprendre quels étaient les freins effectivement à la transformation sur mobile. Fondamentalement, le frein principal aujourd'hui, c'est la rapidité et l'efficacité avec laquelle je traite un clic ou une demande client. Pour illustrer, Walmart aux États-Unis a fait un travail significatif pour améliorer le taux de chargement et le taux de vitesse de son site mobile pour gagner des points significatifs de conversion. Donc, s'il y a un sujet à prendre aujourd'hui quand on doit traiter son site mobile, c'est prendre l'axe performance et vitesse du site, puisqu'il y a une corrélation directe avec le taux de conversion. Voilà, donc c'est un petit peu high level pour vous donner un peu des clés de lecture entre ces 150 moments que je vois sur Internet de mes clients et la manière dont moi je peux rajouter une sorte de filtre pour ma marque
pour mon centre commercial, pour moi, retailer, essayer d'identifier les moments qui vont être importants pour moi et ensuite d'avoir une réponse adaptée en tant que commerçant face à ces moments-là. Un petit zoom sur le mobile, effectivement, sur les dernières technologies, puisqu'il y a des points extrêmement nouveaux et importants à avoir en tête sur le mobile. Tout d'abord, en fait, il y a quelques années, sur le mobile, il y avait une tendance assez simple qui était de dire le web est mort. En fait, c'était au moment du lancement, bien sûr, des premiers iPhones, avec le développement des apps. Et l'initiative majeure était de dire on va développer des apps parce qu'effectivement, l'app permet d'avoir une expérience client beaucoup plus efficace, plus rapide, avec effectivement la capacité de mieux rentrer en relation avec son client, puisqu'on le connaît. Donc tout un tas d'avantages qu'avait l'app jusqu'à il y a quelques temps, et qui permettait de dire effectivement, le monde web mobile va disparaître et il n'y aura que des apps sur les mobiles. La réalité est un peu différente. En fait, là, c'est donc une illustration. Aujourd'hui, chez Google, on pense fondamentalement que le web mobile a toute sa place et qu'il doit être mis en particulier pour les commerçants comme priorité numéro 1 en termes de développement. Alors pourquoi? En fait, effectivement, il y a cette question majeure, app ou M-Site. Donc on sait classiquement que les apps, on en parle très souvent comme outil de fidélisation, quand je veux avoir finalement un peu, c'est ma carte de fidélité dématérialisée, et puis le M-Site plutôt pour le commerce ou l'aspect information. En fait, c'est vrai que sur la partie app, il y a peu d'élus, les places sont très chères, le taux de rotation effectivement des apps, on le voit, 95% des applications sont abandonnées dans les 30 jours, donc il y a beaucoup de téléchargements, il y a beaucoup d'abandons. On a 65% des Américains qui téléchargent aucune app par mois, et on a 32 applications téléchargées en moyenne en France, et seulement 12 utilisées régulièrement. Donc, quand je suis commerçant, je dois me battre pour être parmi les 12 apps qui comptent, sachant que dans les apps qui comptent, toutes ne sont pas des apps commerçantes. On a majoritairement des apps qui sont utilisées pour des réseaux sociaux. Donc on a effectivement, on le voit à gauche, 86% du temps passé qui est sur des apps, mais quand on fait un petit zoom un peu sur la partie site commerçant, l'usage pour avoir des informations commerciales, rentrer en contact avec des commerçants, ne se fait pas à travers des apps, mais se fait à travers des sites. Donc l'enjeu, il est certes de toujours avoir une stratégie app plutôt pour fidéliser les clients très, très fidèles qui vont vouloir avoir une expérience encore plus aboutie, mais fondamentalement, le temps et les moments passés par vos clients dans une logique commerciale, ça se fait sur des sites. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce prisme et peut-être de remettre, si ce n'est pas le cas, la priorité sur la partie web mobile. Donc effectivement, le point important, c'est ce que je disais, c'est dans les micro-moments, on va avoir un poids du mobile. On l'a chez Petit Bateau, où on a effectivement 44% des clients qui vont sur le site avant d'aller en magasin. Donc ça, c'est extrêmement fort. Donc c'est des cas qu'on a fait avec d'autres clients retailers qu'on va communiquer. Les ordres de grandeur sont les mêmes, voire supérieurs. Donc on est dans un mouvement où on n'est pas avec 10-15%, on est plutôt effectivement sur la majorité de vos clients qui passent et qui commencent à interagir avec le mobile. Là, c'est pour vous donner des éléments concrets sur les innovations technologiques qui arrivent aujourd'hui, qui vont permettre effectivement de rendre ce web mobile beaucoup plus efficace. Je vous ai parlé du critère temps, du critère capacité d'accéder rapidement à l'information quand vous êtes en surf mobile. Je pense que vous avez tous expérimenté ça. On a beau avoir des réseaux 3G, 4G, on a toujours un peu une frustration dans l'expérience quand on surfe sur un site mobile, qui est toujours un petit peu, parfois un peu lente. On a développé chez Google une première technologie dont vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas qui va se développer et qui va s'accélérer, c'est ce qu'on appelle Accelerated Mobile Pages. Pour faire simple, c'est la capacité qu'ont aujourd'hui tous les acteurs du marché, et les commerçants en particulier, de pouvoir développer une partie de leur contenu avec cette technologie-là pour permettre un accès de l'utilisateur plus rapidement à ce contenu. Pour ceux qui l'ont expérimenté peut-être avec Google Actualité, ce sont comme des articles de journaux qui donnent effectivement l'image, le texte, le titre et le texte de manière très très rapide. Quand vous ouvrez la page, vous avez déjà effectivement ce contenu qui est quasiment préloadé. Et c'est une façon effectivement de pouvoir rapprocher le contenu à proximité de l'utilisateur et diminuer ce temps d'accès au contenu.
On a démarré avec le monde de la presse, et aux États-Unis, les commerçants commencent à aller vers cette technologie-là, notamment eBay, qui a développé sur son site ce type de page qui permet d'accélérer la diffusion de l'information vers les clients. On a une autre technologie qui est également disponible, qui s'appelle Progressive Web Apps. Alors c'est très intéressant, puisque là, je vous ai parlé du monde web mobile et du monde des apps, qui étaient des mondes assez séparés. En fait, avec cette technologie, c'est un monde où en fait, on fait converger le meilleur des deux mondes, le meilleur du monde mobile web et le meilleur du monde des apps. Le premier avantage de cette technologie-là, c'est que je continue de développer un site mobile comme je le faisais auparavant. La différence, c'est qu'en ajoutant ces fonctionnalités de Progressive Web Apps, je vais pouvoir, par exemple, faciliter l'installation. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un comportement comme lorsque j'ai une app sur mon téléphone mobile. C'est-à-dire que je suis sur un site et j'aurai un bouton qui pourra me permettre de dire « Je veux rajouter ce site sur mon bureau à côté des autres apps ». Donc avoir cette capacité ensuite, quand je retrouve, de ne pas avoir à passer par le site web, mais accéder directement depuis le bureau et l'écran d'accueil. L'autre avantage, c'est que je vais pouvoir, avec cette technologie-là, accéder à du contenu offline. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais accéder au site mobile, je vais avoir une sorte de téléchargement d'une partie du site qui se mettra en cache dans le browser, ce qui fait que quand je vais réaccéder à une partie de ce site-là, ça sera comme le monde des apps, j'aurai une partie du contenu qui sera déjà présent, même si je n'ai pas de connectivité mobile 3G ou 4G. Enfin, ça c'est un point extrêmement important, c'est l'avantage des apps aussi, c'est de pouvoir avoir des notifications. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai une app installée, je vais pouvoir pousser de l'information à mon client. Avec cette technologie web, je peux aussi désormais pousser des notifications alors que le client n'a pas d'app téléchargée. Donc, on retrouve finalement les trois attributs assez intéressants d'une app, la possibilité de la laisser sur l'écran d'accueil, la possibilité de la regarder et de l'utiliser en mode offline, et la possibilité pour le commerçant d'interagir et de pousser de l'information. Donc on voit bien que les deux mondes convergent, et ça ne nécessite pas, cette technologie-là, de redévelopper une app, ça nécessite simplement d'adapter son site mobile pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Donc voilà, c'était un petit peu ma conclusion. Là, c'est l'exemple de Washington Post qui a effectivement utilisé à la fois cette technologie pour ses articles de presse et également la technologie de Progressive Web App pour que les clients conservent Washington Post sur leur téléphone mobile sans avoir à télécharger une app. Voilà, j'en ai terminé. On va passer à cette phase de dialogue avec Christelle pour parler un peu plus de petits bateaux. Il nous reste un petit quart d'heure, Christelle. Donc peut-être pour commencer, peut-être resituer un peu Petit Bateau, mais surtout l'histoire du web chez Petit Bateau, parce que c'est toujours intéressant de parler du passé, de comprendre les choix qui ont été faits, pour ensuite parler de là et des choix que vous faites en ce moment. Donc, mon Petit Bateau, je pense que tout le monde connaît dans cette salle. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques de l'ADN de notre marque. C'est qu'on le connaît depuis notre plus tendre enfance. La société est née en 1893. A beaucoup vécu en fait depuis son origine autour du wholesale, le fait de vendre à des revendeurs. Et puis il y a à peu près 30 ans de cela, la marque s'est lancée massivement dans le marché du retail et des boutiques. La marque est présente dans de nombreux pays, évidemment en France, mais aussi, et ce qu'on sait un peu moins, c'est au Japon, où on a un succès assez phénoménal. Et c'est le deuxième pays en termes de chiffre d'affaires pour la marque Petit Bateau. En fait, on est présent dans plus de 68 pays aujourd'hui. L'histoire du digital, elle a commencé dans les années 2006 avec des pilotes qui ont été faits aux États-Unis et au Japon pour ensuite être lancés de manière un peu plus forte en France. Évidemment sur le desktop, entre 2006 et 2009, il y a eu 3 plateformes qui ont été créées sur Internet. Et puis lorsque moi je suis arrivée en 2013, on s'est très rapidement posé la question des usages des consommateurs qui évoluaient très vite. Et on s'est dit, il ne faut pas louper la marche du mobile, c'est finalement l'outil le plus intime, l'outil technologique le plus intime si on peut dire, parce qu'on l'a toujours sur soi.
Et donc, on s'est posé pas mal de questions autour du mobile, sachant qu'on est une toute petite équipe, un petit bateau. On est loin d'être un retailer immense comme d'autres le sont, comme Zara ou H&M. Donc, on était très petit. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire sur le mobile? Et assez rapidement, s'est imposé l'idée d'un site responsive qui nous permettait d'avoir moins d'administration à gérer, tout en étant assez facilement consultable par tous les internautes. Donc on a lancé ce site en 2014 et en fait la progression des usages a été telle qu'on se rend compte que les consultations sur mobile ont doublé entre 2014 et 2016, que ça soit en France où là on était en 2014 à 16% en fait à 18% pardon, de consultations sur mobile chez Petit Bateau, et cette année on est autour des 37% avec un pic assez important. On en parlait il n'y a pas très longtemps sur le mois d'août où en fait les consultations mobiles ont dépassé largement les consultations sur desktop. C'était le mois d'août. Vous avez passé le mobile moment voilà. Déjà cette année. C'était ça, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a multiplié par 4 les transactions sur mobile, sans doute grâce aussi à l'avènement de ce site responsive. Juste 2 chiffres, moi qui me surprennent toujours. En fait, l'Italie, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans. On est déjà autour de 55% en fait, de visites sur mobile et de 25% des transactions. Et évidemment, le mieux de tous, c'est le Japon. On a 78% des gens qui naviguent sur mobile sur le site Petit Bateau et 63% des transactions. C'est dire s'il est vraiment important qu'on travaille ce sujet qui va devenir de plus en plus capital, comme vous l'avez montré. D'accord. Alors là, c'est effectivement l'histoire de Petit Bateau avec les différentes étapes. J'avais une question peut-être du coup sur, d'un point de vue, on va dire, assets, comme on dit, donc la partie technologique, les difficultés de faire évoluer un site web vers un site mobile. Quelle est la manière dont vous abordez ce sujet-là avec les équipes IT en interne et quelles sont les visions que vous avez et les perspectives que vous avez autour de ça? Alors, comme je viens de le dire, en fait, on a travaillé en responsive. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on lance un site mobile? Est-ce qu'on lance un site responsive? À vous entendre, et ce que vous avez montré tout à l'heure, je ne sais pas si la technologie s'allie au responsive, mais c'est vrai que le choix qu'on avait fait était plutôt un choix, encore une fois, d'organisation et d'optimisation de la productivité des équipes. Ça s'est plutôt bien passé. Finalement, le sujet, il n'était pas tant technologique que vraiment métier, puisque l'idée, c'était vraiment d'adapter les contenus et de s'assurer qu'on ait les bons contenus pour les bons moments de visite de nos clients. Donc tout ça s'est fait quand même assez facilement. On l'a monté en 8 mois. Et ça a été assez, comme je l'ai dit, assez successful, assez rapidement. Aujourd'hui, en fait, mon grand chemin, on a des réunions toutes les semaines où on présente les maquettes, puisque je m'occupe aussi de CRM, donc je suis très attachée à avoir une cohérence entre ce qui se passe dans les boutiques, ce qui se passe sur les communications clients, même offline, et ce qui se passe sur le online. Et donc on a des réunions maquettes toutes les semaines dans lesquelles je demande à voir d'abord la version mobile, de façon à être vraiment orienté tout de suite sur ces moments qui sont capitaux. Ce que disent nos clientes, on les a interrogées en focus group il y a moins d'1 an, les mamans, elles vont consulter leur boîte mail souvent dans le métro ou dans un moyen de transport. Elles cliquent sur leur newsletter et ensuite elles vont sur leur site mobile. Et ça, c'est un usage qui est vraiment très très fort auprès des mères qui sont notre cœur de cible. Très bien. Il y a une question après qui est souvent un peu négligée. Une fois qu'effectivement les équipes digitales sont sensibilisées à l'importance du mobile, au fait que les clients sont effectivement très présents sur Internet, une fois qu'on met en place les solutions que vous avez mises en place avec les sites responsives, comment vous mesurez et quels sont les indicateurs que vous partagez avec votre COMEX pour les convaincre que le choix était positif et que ça crée de la valeur pour l'entreprise? Parce qu'on est très souvent sur des KPI très digitaux qu'on comprend tous quand on travaille dans le secteur, mais pour après valoriser ça et le mettre dans des tableaux de bord d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que pour reprendre l'histoire et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a été beaucoup vu comme un nouveau réseau e-commerçant. Donc quels sont vos taux de conversion, quel est votre panier moyen, quel est votre chiffre d'affaires. Mais on s'attache depuis maintenant plus d'1 an
à aller montrer d'autres choses. Et l'étude qu'on a faite avec Google a été à cet égard vraiment fondamentale, parce qu'on a embarqué notre direction générale et tout le COMEX pour leur montrer combien finalement il y avait un effet du digital sur les ventes en boutique. Et pour un retailer qui aujourd'hui fait évidemment majoritairement son chiffre d'affaires dessus, ça a été un point essentiel. Alors le seul bémol à ça, c'est que cette étude, elle a été faite sur un mois, sur quelques semaines, et que évidemment, on a besoin d'un outil qui puisse nous proposer ce type de métriques tout au long de l'année, pour justement qu'on puisse regarder quels sont les leviers qui agissent ou pas sur les visites en boutique. Donc on compte bien se doter de Google Analytics Premium, pour ne pas le citer, sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement ce qu'on suit de façon très précise et qu'on partage beaucoup avec les pays. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les visites et puis les taux de transformation, et les transformations, et aussi le taux de transformation, parce qu'il est clair que ça va induire des modifications majeures aussi dans les tunnels, dans le check-out et dans les tunnels de vente, parce que, comme vous le disiez, je pense que les clientes sont très attachées à ce que ça aille vite, et que de plus en plus, il faut qu'on propose des solutions qui soient plus rapides que celles qu'on a dans nos tunnels de vente aujourd'hui. Alors on a parlé des assets, des sites, des technologies, on a parlé aussi de la mesure, avec l'enjeu fort effectivement d'avoir non seulement des études ad hoc, mais aussi des solutions pérennes. Il y a un troisième sujet finalement qui est cette révolution du consommateur et du mobile. Quel est l'impact finalement sur le marketing et sur l'approche des budgets marketing ou des leviers marketing utilisés classiquement? Alors là aussi, on est au cœur de la transformation digitale des entreprises, et c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce sujet de dire, mais finalement, si je veux être présent sur un média et si je veux être visible, il faut que je sois visible sur le digital. Donc partant de ce constat, moi je disais, enfin là je vais être assez terre à terre, mais ça illustre bien le propos, je pense. Par exemple, pyjama, pardon. Le mot pyjama enfant, aujourd'hui, c'est notre cœur de métier. On fait du pyjama et du sous-vêtement depuis 123 ans, et on a évidemment besoin d'être présent sur ces mots-clés-là. Si je les achète aujourd'hui avec une vision héroïste et e-commerce, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années, je ne peux pas me le permettre, parce que mon ROI va trop peser sur mes comptes e-commerce, et je ne pourrais pas me le permettre. Donc je ne le faisais pas. J'ai réussi à montrer ça du coup à mon directeur général, en lui disant, mais c'est idiot, parce qu'en termes de visibilité des marques, si on n'est pas sur Pyjama Petit Bateau, enfin si on n'est pas sur Pyjama sur Google, enfin on est un peu, on a un problème de visibilité de la marque, et on va baisser dans même le top of mind de la marque. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, il y a un certain nombre de budgets qu'on va aller chercher à la communication, alors qui ne sont pas mirobolants encore, mais on travaille là-dessus, de façon à se dire, là-dessus, au moins je suis présent et je me donne une visibilité de marque sur des sujets qui sont au moment, finalement, qui sont aussi des instants, au moment de la recherche. Le deuxième sujet, ça a été, là beaucoup plus fort. L'hiver dernier, on s'est dit qu'on allait refaire, enfin pas l'hiver dernier, en début d'année, on s'est dit qu'on allait refaire un film. Vous savez que Petit Bateau a été très connu pour les films pendant de nombreuses années. On a eu Le Fais pas ci, fais pas ça, etc. Et on s'est dit, on refait un film. Donc on a fait un très beau film avec l'agence BETC, pour ne pas la citer, autour d'une visite d'usine, d'un enfant qui visitait une usine et faisait tout un tas de facéties. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on diffuse ce film? Et là, vu les usages, vu tout ce que en fait, tu viens de raconter, François, on s'est dit, oui, mais il faut vraiment qu'on mette le paquet sur le digital, et c'est ce qu'on a fait. Et on a beaucoup travaillé, évidemment, sur YouTube, mais aussi sur Facebook et d'autres. Et on a consacré plus de la moitié, même beaucoup plus que la moitié des budgets sur le digital, sur ce film. Et chose intéressante, là aussi, je me déplace un petit peu au Japon. On a beaucoup utilisé, en fait, le film, on ne l'a diffusé que sur le digital, et notamment sur YouTube, mais aussi sur Line, qui est le média mobile digital, s'il était besoin de le citer, au Japon, et avec des succès assez phénoménaux de visibilité, de visites sur le site, et derrière qui se sont traduits en achats sur les boutiques et sur le site internet. Donc effectivement, assets, mesures et effectivement mix média. Peut-être pour prendre un peu de recul,
un peu de prospective sur, on a parlé justement un peu en introduction du magasin du futur ou des sujets. Quels seraient un petit peu les sujets d'expérimentation, de réflexion que vous avez au niveau de petits bateaux? Alors, le sujet majeur hein, qu'on a quand même pas mal défloré, c'est effectivement tout ce qui est présentation des boutiques quand il y a une recherche sur Internet, quel que soit l'endroit, mais notamment quand on recherche sur mobile. Donc là, aujourd'hui, on a une géolocalisation qui se fait bien, on a un référencement des boutiques qui est très bien géographiquement, mais l'idée, c'est quand même de multiplier ces expériences autour de je communique spécifiquement sur le mobile et je regarde ce qui se passe en boutique. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, le budget, on ne sait pas où il est. Il n'est pas sur le e-commerce, il n'est pas en com parce qu'on fait plutôt du branding. En boutique, finalement, il n'y a pas de budget. Donc, comment est-ce qu'on fait une part à ce budget-là qui va devenir de plus en plus important? Donc, bon, c'est un peu le sujet du moment, mais je pense avoir trouvé. Il y a aussi tout un sujet quand même autour des notifications en boutique. Qu'est-ce qui se passe quand la cliente arrive en boutique? Qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas loin de la boutique? Est-ce que je commence les expérimentations autour des beacons ou autre chose? Parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément que les beacons. Ça, on est en train de regarder le sujet. Ça nous intéresse parce qu'en fait, on travaille aussi en même temps sur de la RFID. Donc, on se dit qu'il y a des points de connexion importants. Mais là, vraiment, c'est de la prospective aujourd'hui. On n'est pas encore dessus. Et puis, de façon plus globale, la problématique de petits bateaux, c'est aussi d'évoluer sur une plateforme qui soit un peu plus une plateforme avec laquelle on puisse voir à plus long terme. Donc là, je suis complètement immergée dans ces problématiques de plateforme et aussi dans les problématiques de back-office. Puisque, en fait, aujourd'hui, le gros challenge, c'est d'avoir toutes les informations au bon endroit, de façon à pouvoir communiquer aux clients en temps réel sur tous les devices qui s'imposent à nous. Et ça, c'est un sujet d'ampleur. Et je vais finir aussi par là. On a installé des bornes en boutique de façon à faire du réassort, mais pas seulement, de façon à proposer des produits qui ne seraient pas en boutique auprès de nos clientes, et on a quelques petits succès sur le sujet qui sont importants, sachant que le vrai sujet par rapport aux boutiques, c'est pas tellement la technologie, c'est vraiment le change et le fait de travailler avec les hommes et les femmes qui font finalement les ventes en dernier lieu. Merci Christelle. Je pense que c'est une très bonne conclusion. On a commencé un peu cette plénière en parlant finalement du client, donc d'un être humain qui évoluait avec ce comportement mobile. On a parlé beaucoup de technologie au milieu, solutions de mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on termine effectivement à nouveau par l'humain, avec effectivement la transformation digitale qui passe par les magasins et dans les magasins par le personnel, par les équipes qui travaillent au sein des magasins et qui est un enjeu fort de transformation. Donc on voit que le digital, c'est pas que de la technologie, c'est d'abord beaucoup d'humains. Je te remercie Christelle. Merci et puis, à toi. Je vous remercie de votre attention et bon salon. Dernier petit mot, il y a un stand de Google Pro juste à la sortie. Pour tous ceux qui cherchent de l'information, veulent se former sur le digital, veulent creuser un peu les sujets que je vous ai présentés, n'hésitez pas à aller, vous serez très bien accueillis par les équipes Google. Merci. Merci beaucoup. Merci François, merci Christelle. Et donc on a une petite pause d'1 heure et on se donne rendez-vous à 11 h pour la suite de cette matinée avec une longue session de la Mobile Marketing Association France qui nous parlera des meilleures pratiques en matière d'acquisition, de conversion et de fidélisation. À tout à l'heure.